Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Bienvenue sur Espace TV Europe, nouvelle semaine, nouvelles aventures même je dirais, puisque nous allons à la rencontre de nos invités, soit venus du continent africain de passage à Paris dans le cadre de leurs activités, ou les Africains de la diaspora qui brillent ici et qui nous font la belle surprise de venir nous raconter leurs histoires, leurs aventures, leur savoir-faire, leurs récits de parcours, des parcours d'entreprise, des parcours passionnants à découvrir donc dans cette émission Les Matins d'Aïssa. C'est de 10h à midi du lundi au vendredi sur Espace TV Europe. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 26 mai 2025. On a de belles personnes à rencontrer. Nous accueillerons tout à l'heure Alain Kenfack de passage à Paris. Il est auteur, éditeur, conférencier, chercheur, coach en développement personnel et collectif. Il va venir nous parler de son actualité à travers la publication de son dernier ouvrage historique intitulé Bimba, une odyssée mémorielle 2015-2025. Ce sont 10 années de travail, de recherche autour d'une réflexion sur l'esclavage et ses conséquences. Bimba est un lieu qui se situe au Cameroun, une localité côtière du sud-ouest du Cameroun, qui a une forte histoire, un héritage en commun, celui de la traite négrière. C'est un peu ce fil rouge, son ouvrage dont il viendra nous parler tout à l'heure. Avant cela, nous allons parler gastronomie, nous allons même parler histoire de partage et de teranga autour de l'aventure entrepreneuriale d'une femme dynamique, entrepreneur, créatrice de contenu culinaire et autrice. Nous accueillerons dans un instant Ndeye Fatou Diop, que l'on appelle Miss Nanga Chef. Elle est passionnée de cuisine et surtout de partage. Elle va venir nous raconter sa belle histoire dans quelques minutes dans Les Matins d'Aïssa. Les Matins d'Aïssa sur Espace. De retour donc pour une nouvelle aventure avec une nouvelle invitée. Nous allons parler partage et cuisine. Nous allons parler passion pour la gastronomie, pour l'héritage, les plats qui viennent du Sénégal notamment, qu'elle met en lumière et qu'elle sublime à travers ses différentes actions. Nous accueillons Ndeye Fatou Diop, que l'on appelle Miss Nanga Chef, et je suis très heureuse de l'accueillir. Elle est entrepreneure, créatrice de contenu culinaire. Elle va nous raconter son histoire. Alors, bienvenue Miss Nanga, comment ça va? Merci Aïssa, je vais bien, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir. Tu es une passionnée de cuisine et de partage. C'est ton histoire et ton héritage lié à la cuisine que tu as décidé de mettre en lumière et de sublimer à travers tes activités. Alors, on va raconter ton parcours et ton histoire dans quelques minutes. Avant cela, parlons de cette passion née sur ta terre natale, le Sénégal, qu'on appelle le pays de la teranga. Tu as voulu partager cette histoire, la raconter à travers ta cuisine et tes différentes activités, dont celle de créatrice de contenu culinaire. Alors, cette cuisine sénégalaise riche, savoureuse, cette cuisine du partage. Alors, parle-nous un petit peu de cet amour que tu as pour l'hospitalité et la teranga. Alors, en tant que Sénégalaise, je pense que l'hospitalité fait partie de notre ADN, de notre culture. L'esprit de la teranga, savoir recevoir, le sens du partage. Et ça, je pense que je l'ai hérité de ma maman. Ouais. De ma maman qui est décédée, qui m'a transmis cet amour pour la cuisine, cette générosité et le fait, cette chaleur en fait du Sénégal que l'on retrouve aussi bien sur mes contenus sur les réseaux sociaux que dans mon livre de recettes et dans tous les événements que j'ai eu à organiser. Alors, au-delà de l'hospitalité et du partage, la teranga, c'est un véritable mode de vie au Sénégal, Miss Nanga Chef. Tu confirmes? C'est exactement ça. C'est un mode de vie au Sénégal qu'on a importé en Europe et c'est mon mode de vie actuel. Alors, la générosité que tu transmets lors des événements pendant lesquels on se rencontre, puisque c'est aussi ça l'histoire, puisque tu es une véritable passionnée de l'humain. Tu nous racontes un petit peu d'où ça vient? Oui, alors d'où ça vient? Déjà de nature, je suis sociable, très sociable, ouverte. J'aime aller vers les gens, j'aime recevoir mes amis, ma famille. Et vraiment, ce côté humain, ça fait partie de moi. Et justement, Instagram, c'est l'humain au quotidien. C'est une communauté que j'ai pu bâtir depuis maintenant 5 ans, qui m'accompagne, qui me soutient dans tous les projets. Et je pense que c'est ça qui m'anime et qui me motive à continuer.
Alors la teranga, justement, un historien sénégalais expliquait la teranga qui consiste, selon lui, notamment à conseiller d'autres personnes comme si elles étaient membres de sa famille. C'est un peu ce que tu te fais passeuse d'histoire et surtout tu aimes accompagner les femmes lors des événements. Tu es toujours en train de discuter avec les unes, les autres pour encourager, pour motiver, pour partager les savoir-faire, les idées et surtout la bienveillance. Oui, c'est exactement ça, la bienveillance, la sororité, c'est vraiment des mots-clés et importants pour moi. Soutenir les femmes, les encourager, les conseiller. Je pense que j'ai toujours eu cette petite casquette d'une amie, de la sœur qui encourage ses consoeurs. Et même le fait de former mes élèves également dans mes cours de cuisine, j'ai toujours eu ce petit aspect, ce petit caractère maternel. Alors, caractère maternel qui t'a été transmis par ta maman, cette chère maman qui t'a motivé également à mettre ces actions en place, puisque notamment ton livre, Les délices de la teranga, c'est un hommage à ta maman. Oui, c'est un très bel hommage à ma maman parce qu'elle aimait la cuisine, elle était collectionneuse de livres de recettes. D'accord. Et je pense que celui-ci aurait fait partie de sa belle collection. Donc, c'est un livre dans lequel je raconte mon histoire, les moments passés avec ma maman, même si j'étais jeune. Je me rappelle encore de ses astuces, de ses secrets culinaires. Et des fois, on passait des moments en cuisine, même si à l'époque, la cuisine ne faisait pas partie forcément En fait, j'étais beaucoup plus jeune, donc la cuisine était un peu comme un fardeau. Ouais. Et là, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est cet héritage qu'elle m'a transmis depuis petite. Et ça s'est débloqué durant le confinement, durant le Covid. Et maintenant, c'est vraiment ma passion, la cuisine. Alors, cette cuisine, j'imagine, et ces images qui doivent revenir de cette maman en train de cuisiner. Oui. Et le fait de se dire, ça a pu renforcer vos liens, en fait, les moments de partage dans la cuisine. Ah oui. Même si au début, que tu nous expliquais que c'était un peu compliqué pour toi, mais je pense que le fait de te dire... je suis dans la cuisine avec maman et du coup on partage quelque chose, c'est ça qui... C'est exactement ça, c'était passer des moments entre femmes où on discutait, elle me racontait des histoires, elle me donnait beaucoup de conseils. Ouais. Quand tu seras mariée, tu verras. Là, tu sauras cuisiner, tu sauras t'occuper de ton foyer. Et vraiment, je me dis, c'est la meilleure des richesses que j'ai pu avoir, en fait, cette transmission de mère en fille. Alors justement, cette teranga que d'autres nous envieraient, hein, on va dire, ce sens du partage, de l'hospitalité, ce mode de vie à la sénégalaise. Par exemple, toujours un plat qui est mis de côté pour un invité éventuel ou les ancêtres, je plaisante. Les meilleurs morceaux réservés aux invités, la cohabitation également entre différentes religions. On sait qu'au Sénégal, c'est aussi un des aspects que l'on nous envie. Hein. Et ce besoin de partager, de donner, c'est un peu ce que tu retraces à travers les délices de la teranga, 30 recettes qui vous feront voyager au Sénégal. Alors, lorsque l'on voit les images, on a envie de plonger la main à l'intérieur et ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Un livre que tu as auto-édité, il n'y a pas aussi longtemps que ça. C'est ça. Et qui, ma foi, se porte plutôt bien. Oui. Très qui a bien. réussi à conquérir un certain auditoire. Tu nous racontes un petit peu l'histoire de ce livre, Les délices de la teranga? Oui, alors Les délices de la teranga, c'est vraiment, pour moi, c'est une aventure inattendue, spontanée. Donc, c'est quand j'ai commencé à créer du contenu sur la page, je partageais mes recettes avec cette pointe de modernité, vraiment ma touche dans chaque recette sénégalaise. Et du coup, je commençais à recevoir des messages. Ah, mais t'as pas un blog ou un livre, on peut retrouver toutes tes recettes. Et en fait, c'était comme une évidence. Je me suis dit, ce livre, il y a des livres de recettes sénégalaises, mais celui-ci, en fait, sera modernisé avec ma touche. Et je voulais vraiment sortir des codes du livre classique avec quelques lignes de recettes. Là, j'ai vraiment voulu accompagner pas à pas chaque personne qui souhaiterait réaliser une recette sénégalaise. Parce que pour moi, la cuisine sénégalaise ne se limite pas à quelques lignes. C'est vraiment un parcours, c'est différentes étapes et les délices de la teranga retracent tout ça. Par exemple, pour être un petit peu plus concret, le tchéré sim, c'est ça? Oui. Moi, je connaissais pas cette appellation. J'appelle ça le tchéré. Pourquoi sim? Sim, je pense que c'est l'appellation en wolof. C'est le tchéré. Voilà, c'est le tchéré de la Tamkharit du jour de l'Ashura.
Un couscous qui a été sacré en 2019 meilleur couscous du monde et un incontournable de la gastronomie sénégalaise. Exact. Tu nous parles un peu de ce plat ? Alors ce plat, il a vraiment une valeur sentimentale pour moi. C'était le plat préféré de ma maman. D'accord. Donc le tchéré, même si on n'en mange pas tout le temps, c'est le plat qui regroupe la famille, les personnes. Je me rappelle le vendredi autour du bol du tchéré, on est tous assis, on mange, après on rajoute du lait. C'est vraiment le plat par excellence, en fait. Alors donc, chez nous, on dit la chiri. Ah oui, la chiri. Ouais, oui, effectivement. C'est ça ? C'est ça, oui. Donc là, on va retrouver de la viande. Par exemple, on peut l'élaborer avec du poulet pour avoir un tchéré royal, des petits haricots, des petites boulettes de viande. Donc vraiment, ce plat, il a tout son mérite. Et il a été élu meilleur couscous, voilà, à sa juste valeur. Alors, ce sont des recettes, 30 recettes gourmandes inspirées de la cuisine sénégalaise que tu as modernisée, hein, tu viens de le dire. Oui. Un voyage culinaire que tu proposes et qui a été plutôt bien vendu, oui. Malgré qu'il soit sorti en auto-édition. L'auto-édition, c'est pas évident. C'est ça. Et ça veut dire que y avait une attente et que du coup, on peut s'auto-éditer et lorsque l'on propose quelque chose d'intéressant, de cohérent, eh bien on peut vendre soi-même ces livres que tu vends lors des salons. C'est ça, durant les événements et sur mon site internet. Et comme tu l'as si bien dit, l'auto-édition, c'est un parcours difficile parce qu'on est livré à soi-même, on fait tout toute seule, la communication, la production et ça, c'est vraiment une de mes fiertés. Voilà, et le livre s'est vendu à plus de 2000 exemplaires. Donc, je remercie ma communauté qui a cru en ce projet et toutes les personnes qui m'ont fait confiance. C'est sorti en septembre 2022, déjà vendu à plus de 2000 exemplaires. Donc, si vous voulez le vôtre, n'hésitez surtout pas. Vous allez sur les réseaux de Nanga Chef. Alors, Nanga Chef, ce sont plus de 160 000 abonnés sur Instagram, 100 000 abonnés sur TikTok, 2000 livres vendus, 150 femmes que tu as formées, puisqu'on va parler tout à l'heure de tes ateliers, les ateliers que tu proposes et les nokos que tu vends. Alors ça, c'est, on va dire, le dernier bébé de tes activités, de tes créations. C'est ça. Tu proposes ces nokos qui sont... des véritables bijoux de la cuisine africaine, des indispensables. Exactement. On met des nokos partout. Même dans... Moi, j'ai un ami qui m'a fait une omelette l'autre fois. Il a fait un nokos. Non, mais c'est exactement ça. Donc j'ai lancé ma gamme de nokos, donc d'aides culinaires, produites en laboratoire français pour vraiment garantir la sécurité et l'hygiène aux consommateurs. Donc c'est des aides culinaires qui peuvent être utilisées dans toutes les préparations, pas seulement que la cuisine sénégalaise, donc africaine, exotique, française. Et c'est vraiment une aide culinaire qui va nous faciliter en cuisine, nous faire gagner du temps. Et surtout, c'est sans bouillon. Donc, on mange bien et sain. Et les nokos, c'est vraiment le dernier bébé, mais qui cartonne, agréablement surprise. Il y a de la demande puisque la femme moderne n'a pas trop le temps de passer des heures dans la cuisine. C'est ça. Donc le nokos est là pour vous faciliter, vous faire gagner du temps. Alors le nokos, on connaît explosion de saveurs et on dit qu'il y a autant de nokos que de cuisinières sénégalaises. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé Sama Nokos. Sama, en Wolof, ça veut dire c'est mon nokos. Donc pour moi, c'est le nokos de chaque personne, qu'on soit femme, homme, et on se l'approprie. Et ce qui est bien, en fait, avec Sama Nokos, c'est qu'on peut l'agrémenter avec les épices que l'on souhaite, on peut le personnaliser. C'est vraiment notre nokos à nous. Et comme tu l'as si bien dit, il y a autant de nokos. Voilà. Alors, je suppose que pour créer ta recette, ça a dû passer... du temps en laboratoire, on va dire, dans ta cuisine pour proposer la recette parfaite, hein, même s'il n'en existe pas, mais en tout cas celle que toi t'avais envie de proposer. Qu'est-ce qu'il a de particulier ton nokos, Miss Nanga Chef? Ah, il y a la touche Miss Nanga Chef. Le secret, en fait, c'est le secret. Exactement. T'as pas envie de dévoiler. Non, je le dévoilerai pas, mais vraiment, on retrouve cette touche Miss Nanga Chef. Et ce qui est bien, comme je disais, c'est vraiment une base et libre à chacun de l'agrémenter. Voilà. Mais c'est quoi la base du nokos? Qu'est-ce qui est obligatoire dans le nokos? Alors, c'est les oignons. Donc, c'est une mixture d'oignons, oignons verts, poivrons, ail.
coriandre et des épices. Voilà. Et après, chacun met ce qu'il veut. C'est ça. Si on aime épicé, très exactement, épicé, c'est ça. Un petit peu plus. Alors, c'est no-cost qui cartonne. Il y en a 3, en fait, dans la gamme. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler des différentes déclinaisons? Oui. Alors, donc, c'est une fratrie. Donc, l'aîné s'appelle Sama no-cost l'original. C'est vraiment la base passe-partout qui peut être utilisée pour les viandes, les volailles, les plats, par exemple, le fameux tchèp. On prend du no-cost. Par exemple, avec mon no-cost, gain de temps, on n'a plus besoin de laver, découper. Le no-cost est déjà prêt, on a juste à le rajouter dans le bouillon. Après, on a le no-cost grillade, donc celui qui fait un peu de chichi, qui se démarque un peu, avec un petit goût de barbecue, donc parfaite justement pour l'Aïd, pour les marinades, pour la saison des barbecues. Poisson, viande, peu importe. Plus viande rouge, volaille. D'accord, ok. Voilà. Et on a la toute dernière qui est sortie il y a quelques mois, qui est spicy, donc la plus capricieuse. On va retrouver cette petite note de gingembre et un peu de piment. La plus pimentée, c'est Sama ça. no-cost spicy, donc que j'ai ici entre les mains. À la maison, tout le monde va se régaler. Et Sama no-cost marinade pour grillade. Donc voilà. Miss Nanga Chef. Il y a donc la 3e dont elle a parlé pour les plats, plus précisément le tchéboudienne notamment. C'est ça, exactement. Alors, ces aides culinaires qui aident ces femmes qui viennent à ta rencontre lors des événements et également via tes réseaux, oui. ça fonctionne bien les no-cost? Ah oui, ça fonctionne bien. On a de très bons retours et même il y en a qui deviennent addicts en fait parce que c'est un gain de temps. Ouais. Donc du coup, j'ai des clients qui commandent tous les mois. Et même, je suis en train de penser à pas mal de petits projets autour du no-cost parce que vraiment, et même moi, pour te dire, moi maintenant, je ne mixe plus. J'ouvre mes pots de no-cost, ça va vite et on a tout ce qu'il y a dedans. Donc vraiment, il a été très bien accueilli et voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure que c'était aussi un bon substitut au cube industriel, puisqu'il y a un éveil de conscience ces dernières années. Exactement. Donc, moi, ma volonté, c'était vraiment de produire des produits sains, sans bouillon. Les bouillons, c'est toxique. Et là, en fait, on se rend compte qu'on peut manger très bien sans bouillon. Le no-cost, en fait, se concentrer, cette mixture de condiments, n'a pas besoin de bouillon en plus. On a vraiment tout ce qu'il faut pour relever nos plats avec du sel, réajuster tout ça et des épices naturelles. Donc, il y a également les jus artisanaux, on le sait, le fameux bissap rouge et bissap blanc, qui est un petit peu moins connu, mais tout aussi savoureux. Exactement. Justement, j'en avais plus en stock, rupture de stock. Le bissap blanc, c'est vraiment carton plein. C'est une très belle découverte. Le blanc, ah oui, le blanc. Okay. En fait, comme tu l'as si bien dit, il est moins connu. Du coup, les gens vont vers le blanc. Et quand ils le découvrent, ils sont agréablement surpris. Et moi, je l'appelle le thé glacé à la sénégalaise. Et c'est quoi la différence au niveau gustatif des deux bissap? Alors, le blanc, en fait, sera plus doux, plus subtil, légèrement acidulé, alors que le rouge sera un peu plus fort en goût. D'accord. Voilà. Et moi, je le fais d'une façon assez légère, qui s'adapte à tous les palais, et il a vraiment un énorme succès. D'ailleurs, je vais aller reproduire en laboratoire bientôt. Et est-ce que tu vas offrir d'autres déclinaisons? Parce qu'il y a le bissap, blanc, rouge. Mais pour l'instant, on est sur ces 2 déclinaisons et après... Je sens que ça va arriver. à voir ton regard et ton sourire malicieux, Miss Nanga Chef. Alors, ton histoire, c'est celle d'une maman, d'une femme née et qui a grandi au Sénégal. Tu rejoins la France après ton baccalauréat. Tu continues de nous raconter un peu ton parcours? Oui, donc je suis née au Sénégal, j'ai fait mon école là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée en 2006 en France après mon bac. Donc j'étais à la fac de Créteil. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Voilà, donc j'ai fait une licence de LEA à Créteil. Ensuite, un master 2 spécialité achat à l'INSEC Business School. Donc sortie de là-bas, j'étais diplômée en achat et Pourquoi ce choix? Ce choix, en fait, pendant mes études, je travaillais à l'aéroport. Donc, j'étais commerciale en duty free. D'accord. Donc, je conseillais les clients, je leur vendais et j'aimais beaucoup ce côté négociation, relationnel et surtout le fait d'avoir des objectifs à atteindre. D'accord. Donc, via toutes ces petites expériences, je me suis dit, en fait, les achats, c'est le métier qui me correspond. Déjà, il y a le côté humain. Le relationnel, pour moi, c'est la base. La négociation, en tant que Sénégalaise, c'est inné en nous, exactement. Et du coup, je me suis lancée dans les achats. Et vraiment, j'étais épanouie. J'étais acheteuse de prestations intellectuelles, acheteuse de produits. Et voilà, donc en 2022, j'ai eu un bébé qui était prématuré. Donc, c'était une période très compliquée.
Et en fait, je me dis, c'est un mal pour un bien, parce que c'est cette période qui m'a permis de me recentrer sur ce que j'aimais faire et vraiment développer tous les projets que j'avais en tête. Le bébé bonheur. Exactement, c'est exactement ça, le bébé bonheur miracle. Alors, Miss Nanga Chef, c'est aussi pendant le confinement que tu as commencé à te poser des questions et surtout à te concentrer sur ton blog. Oui. Puisque c'est à ce moment-là que tu l'as lancé pendant le confinement. C'est ça, exactement. Donc, confinement, je me retrouve au chômage partiel pour la première fois. Panique à bord, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Et là, j'ai commencé à prendre du temps. En fait, j'avais vraiment le temps de cuisiner et de filmer mes préparations. Parce que dans mon entourage, on me connaît d'habitude, j'aime bien recevoir, inviter. Ouais. Et du coup, mon entourage, quand je commençais à poster des petites vidéos comme ça sur mon Instagram perso, mais mon entourage a commencé à me motiver. Mais créer une page Instagram où tu vas partager tout ça. Et grâce à cette motivation de mon entourage, je me suis lancée. Et la page explose, les abonnés augmentent, mais vraiment une belle surprise. Et honnêtement, je me disais, après le confinement, après le Covid, j'arrêterai parce que j'aurais plus le temps. Ouais. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre sans cette partie de moi, en fait. Cette aventure culinaire, cette page faisait partie permanente de ma vie. Et rien n'était calculé. Tout s'est fait de façon spontanée. Donc, de belles surprises, de beaux projets, de belles opportunités, de très belles collaborations avec plein de marques. Comme quoi, des fois, dans la vie, on a l'impression qu'il y a un événement qui arrive, on se dit au secours, ça va être compliqué. Oui. D'où l'expression, en fait, des fois, le mal se transforme en bien. Exactement. Ou en tout cas, il y a une épreuve qui nous arrive et nous, tout de suite, on a l'impression qu'on va pas la surmonter. Et en fait, c'est un bonheur qui nous arrive. C'est exactement ça. C'est ça. C'est un bonheur caché. Et finalement, il y a quelques années de cela, si on m'aurait dit, tu ne seras plus en entreprise, tu travaillerais à ton compte et tu ferais ce que tu aimes faire, franchement. Et c'est donc en 2024 que tu décides de franchir ce cap, d'arrêter ton activité salariale. Autour de toi, comment on a réagi ? Mon mari m'a vraiment soutenue parce qu'il voyait que j'étais passionnée par ce que je faisais et il me soutenait depuis le début. Et vraiment, mon entourage l'a très bien accueilli. Ils m'ont dit, essaye, teste et si tu peux vivre de ça, vraiment, vas-y. Donc, j'ai eu de très bons soutiens, aussi bien de mon entourage, de ma famille, que de ma communauté. Ce qui te permet, en fait, d'avoir un petit peu plus de temps pour ta vie de famille. Exactement, c'est ça. Exactement, gérer mon emploi du temps. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Bravo pour ce parcours, puisque en même pas 3-4 ans, tu as réussi quand même à te faire connaître, à te faire respecter également par rapport à ton travail dans ce milieu. Et moi, je sais, en tout cas, autour de moi, on me parle de toi de temps en temps. Et c'est vrai que tu as quand même réussi à passer ce cap et justement à pas t'imposer, mais à prendre la place que tu méritais, en fait. Exactement. Et je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà. Alors voilà, on va rappeler les différents réseaux si les personnes veulent soit se procurer le livre, soit se procurer les aides culinaires, les Nokos de Miss Nanga Chef, Saman Nokos, et pour participer également aux ateliers que tu proposes. D'ailleurs, parle-nous un petit peu de ces ateliers, de quoi il s'agit. Alors, les ateliers, en fait, c'est un concept que j'ai lancé en 2020-2021. Ouais. Donc, en gros, c'est un cours de cuisine entre femmes, mais au-delà du cours, ce que je voulais créer, c'était un moment convivial entre femmes. Je me dis, c'est notre moment à nous, sans enfants, sans mari. On passe une journée ensemble autour de la cuisine. On apprend à cuisiner le fameux tchèp. Je vous donne toutes mes astuces qui ne sont pas sur Instagram. D'accord. Et on passe une journée. C'est un moment de partage, d'échange. C'est ça, exactement, de belles rencontres. Et vraiment, comme tu le disais, j'ai formé plus de 150 femmes. Et j'ai eu que des retours, mais très positifs. En fait, c'est comme une thérapie. Certaines viennent sans se connaître, en fait. Ce qui est bien, c'est ça la magie des ateliers. Au départ, certaines viennent, elles ne se connaissent pas. Et elles repartent avec des liens, avec de très bons souvenirs et surtout l'apprentissage du tchèp. Et surtout que la cuisine, en fait, est créatrice d'émotions.
elle réveille, elle éveille, elle appelle les différents sens. C'est ça. Le toucher, ça peut faire ressurgir des souvenirs. Je suppose que du coup, c'est un moment thérapeutique, comme tu le disais tout à l'heure, et que tu dois vivre des moments forts par rapport aux femmes qui viennent et qui doivent, je sais pas, à un moment te raconter un souvenir ou qui rejaillit par rapport à une odeur, par rapport à une sensation au toucher, etc. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour moi, chaque atelier est différent et je le vis comme les participantes en fait. Je suis excitée de vivre cet atelier parce que c'est des nouvelles rencontres et comme tu l'as si bien dit, plein de souvenirs à créer avec chacune d'elles, des souvenirs de notre enfance. Par exemple, c'était l'année dernière, j'étais partie au Sénégal et j'ai repris un cours de cuisine avec ma tante. Ouais. Pour qu'elle me livre. Tu as repris toi parce que bon, je me disais, j'avais les bonnes bases, j'avais tout ce qu'il me fallait, mais il fallait les petits secrets de ma tante et c'est la meilleure chose que j'ai faite. Vraiment. Et donc, elle m'a livré le plein d'astuces que j'ai pu livrer à mes élèves par la suite. D'accord. Et c'est vraiment les astuces de la maman, voilà, toutes les petites astuces que nous, les jeunes, on n'a pas forcément. Ouais, parce qu'on sait très bien que la maman, elle a des secrets. On dit, elles ont une main, elles ont la main. Exactement, c'est ça. Et justement, j'ai mes amis qui m'ont dit, mais depuis que tu as fait le cours avec ta tante, tes tchèps ont un autre niveau. En tout cas, ça donne envie de goûter à tout ça. Alors, Miss Nanga Chef, c'est le livre Les délices de la Teranga, un hommage à ses racines, mais pas seulement, un livre de partage avec des images savoureuses, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça, ou en tout cas des images qui donnent envie de déguster ces plats, 30 recettes gourmandes inspirées de la cuisine sénégalaise avec une touche moderne, un voyage culinaire qu'elle nous propose, des petites astuces, des petits secrets. Et puis les nocos, n'hésitez surtout pas à vous les procurer. Marinade 100% naturelle, il y a 3 déclinaisons. Les jus naturels également de bissap blanc et rouge. Et les ateliers de Miss Nanga Chef. Si on veut participer à un atelier, c'est quoi le prochain Miss Nanga Chef ? Alors là, je suis sur un projet. Ouais. Donc je n'ai malheureusement pas le temps d'organiser des ateliers. Mais le prochain, ce sera vers la rentrée. Très bien. Donc là, ça me laisse le temps d'avancer sur un projet qui va sortir, je l'espère, bientôt. Inch'Allah, c'est ce qu'on te souhaite de tout cœur, mais bon, on te fait confiance pour cela. Alors, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet ? Comment on fait si on veut en savoir un petit peu plus ? Et suivre surtout ton blog de cuisine, ou en tout cas tes partages culinaires. Oui, alors donc sur Instagram déjà, donc Miss Nanga Chef. Sur Instagram, on retrouve plein de recettes. J'ai mon site internet Miss Nanga Chef, www.missnangachef.com. Dessus, on va retrouver le livre Les Nocos et sur TikTok également. Voilà. Est-ce que tu as un message particulier à délivrer aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui sur Espace TV Europe, Miss Nanga Chef ? Croyez en vous, tout est possible. Tant qu'il y a de la volonté, on y arrive. Vraiment, c'est la volonté, la motivation, la détermination qui nous pousse à réaliser nos rêves. J'avais hâte de ce moment, parce que je sais qu'on allait passer ensemble un moment agréable, parce que dès qu'on se rencontre dans les salons, les événements, on est toujours en train de papoter, comme dirait l'autre. C'est toujours un plaisir. Merci pour ton sourire, ta générosité. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux ? Encore du succès et surtout de la santé pour continuer à réaliser tous les projets qui pétillent dans ma tête. Merci beaucoup d'être passé dans les matins d'Aïssa, Miss Nanga Chef. La porte sera toujours ouverte. À bientôt. Merci beaucoup Aïssa pour l'invitation et à bientôt. À très bientôt. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Un cri du cœur d'abord, pour célébrer la joie d'être ensemble. Tous ensemble. Un cri de joie ensuite, plus fort encore, toujours plus fort. Les auditeurs et les téléspectateurs s'impatientent. Les cris se croisent, se répandent en écho. Au bon endroit, au bon moment. Les cris deviennent des chants, ou l'inverse. Mais rien n'est si simple. L'histoire ne s'écrit pas d'avance. Les cris de douleur précèdent les cris de rage. Les cris de désespoir résonnent sans fin. On retient ces cris sans souffle même. Plus de son, presque plus d'images. Mais avant un dernier souffle, il y a un dernier cri. Celui
de la délivrance, celui de la survie. Le cri qui libère les corps, les larmes, les cœurs et les âmes aussi. Viennent enfin les cris d'amour, les cris de fête, les cris qu'on ne contrôle plus, les cris qui donnent un sens à tout, à la vie surtout. Sur Adafo Média, l'histoire s'écrit avec des cris. Toujours, Toujours. Toujours. toujours, toujours. Les matins d'Aïssa. Sur Espace. Juste un peu d'amour en ce début de semaine sur Espace TV Europe. Merci de nous rejoindre sur le nouveau lien de la diaspora. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Info oui, puisque nous allons parler d'histoire avec notre deuxième invité de ce lundi 26 mai 2025. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Alain Kenfak. Il est auteur, éditeur, conférencier. Il est chercheur, coach en développement personnel et collectif. Il va nous raconter son aventure, son histoire et il va nous parler de sa dernière livraison. C'est un livre donc qui est paru aux éditions Valeurs d'Afrique, donc dont il va nous raconter l'histoire tout à l'heure, intitulé Bimba, une odyssée mémorielle 2015-2025, 10 années de réconciliation avec une réflexion autour de l'esclavage et des conséquences de l'esclavage et surtout sur ce travail de mémoire et de transmission aux nouvelles générations. Alors, il nous raconte cette page de l'histoire, cette plongée à travers cette histoire peu connue des Africains et peu connue des Camerounais. Alors, ce sont 10 années de travail que vous avez entrepris entre 2015 et 2025 à Alain Kenfak et que vous racontez à travers cet ouvrage. 10 ans, c'est beaucoup ou c'est peu selon vous? Bonjour, rapprochez-vous un peu du micro. Oui, 10 ans, on réalise quand on se dit, mais ça fait 10 ans. C'est là qu'on se dit, mais c'est beaucoup. Ouais. Et pendant qu'on les vit, on ne s'en rend pas compte. Les événements se succèdent et puis on n'y fait pas attention. Alors, Bimbia est une localité côtière du Cameroun, située dans la région sud-ouest, dans le département de Fako, à 60 km de Douala, juste pour situer un petit peu ce lieu historique. Alors, un lieu donc chargé d'histoire, vous la racontez à travers votre prisme à vous, mais aussi à travers des recherches que vous avez menées, à travers notamment différents continents en Europe, aux Amériques et sur le continent africain. Alors, racontez-nous un petit peu quel a été le déclic. Alors, vous dites, l'histoire a commencé en 2015 à Bimba et j'ai eu comme ça une lueur et je me suis dit, j'ai besoin de raconter cette histoire. En fait, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de raconter l'histoire. En 2015, je me retrouve au Cameroun pour un événement qui n'a rien à voir avec une démarche prévue. C'était un événement privé, des funérailles un peu Bamileke, comme on sait les organiser. Ouais. Et puis, il y avait, on se retrouve au moment déjeuner, il y avait sur la table un ami qui dit, mais il va aller, il organise une visite de Bimbia. Ouais. Bimbia, c'est la première. Je me suis dit, mais Bimbia, je ne savais pas exactement où c'était. Alors, je me dis, comme à cette époque-là, j'éditais un magazine qui s'appelait Villages d'Afrique, Ouais. je me suis dit, c'est une bonne idée d'aller découvrir un nouveau village et ce sera peut-être un sujet de reportage que je vais faire. Ouais. Et donc, je me rends à Bimbia et c'est le choc. C'est le choc parce que avant la visite du site, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une conférence de Dr. Lisa Aubrey, qui est une africaine-américaine, qui travaillait donc depuis 5 ans, parce que c'était depuis 2010 qu'elle travaillait sur le sujet, Oui. travaillait sur ce sujet-là, et qui fait une conférence. Elle commence à parler de la traite négrière, des souffrances, de l'histoire des esclaves et tout ça. Je me dis, bon, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas que Bimbia avait été ce lieu porteur d'histoire, de cette histoire? Non, parce que entre 2010, donc quand on commence à en parler, et 2015, de temps en temps sur Facebook, je vois passer des images, sans trop de commentaires, comme savent très bien le faire certaines personnes, où on a l'impression qu'on joue des vignettes. Donc on postait des images de vestiges, et puis on disait c'est notre pays, c'est dans notre pays.
Et puis je me disais, mais ok, d'accord, mais c'est de quoi on parle? Et je passais rapidement là-dessus. Ouais. Et je ne retenais même pas le mot Bimbia. Et puis quand finalement je me dis, ok, Bimbia, il faut savoir ce que c'est, je découvre donc cette conférence-là où on en parle et j'ai hâte de visiter le site. Ouais. Donc après la conférence, on visite le site et quand je vois ça, c'est le choc est complet parce que je me dis, mais waouh! Qu'est-ce que vous y avez ressenti? Parce que je suppose que c'est ça aussi, parce que ce sont des lieux qui portent des histoires fortes, où il y a beaucoup de souffrance, de douleur, où, en tout cas, moi, ça a été le cas lorsque je me suis rendue à Gorée. On n'a pas besoin de parler, c'est un ressenti, ce sont les sens qui s'éveillent. Et qu'est-ce que vous avez ressenti justement sur le lieu? Alors c'est magique parce que quand on rentre, Bimbia, c'était un lieu sauvage. Contrairement à Gorée, où quand on arrive à Gorée, bon, tout est déjà fait. On arrive, on descend du bateau, on a une visite qui est guidée, etc. Il y a des personnes qui y habitent aussi. Il y a des personnes qui habitent. Bimbia, enfin, en tout cas en 2015, c'était comme un lieu sauvage. Donc quand on arrive, on trouve un tunnel de bambou parce que c'est un lieu qui était resté abandonné pendant des siècles. Ouais. Et comme c'était un lieu maudit, les gens n'y allaient pas. Ce qui fait que quand on arrive pour les premières visites entre 2010 et 2015, quand j'arrive, ils ont réussi à aménager un passage dont ça faisait un peu comme un tunnel de bambou, parce que les bambous séculiers, ils avaient près de 30 mètres de hauteur. Et donc, quand on me suis engouffré dans ce tunnel-là, j'avais comme des frissons. Et j'avançais, au fur et à mesure que j'avançais, j'avais presque l'impression qu'il y avait des gens des gens que je ne voyais pas qui m'observaient, alors qu'on était en pleine forêt, en pleine brousse. Et c'était assez impressionnant. Donc, sur le coup, je rentre en me disant, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais découvrir? Et puis, on voit comme ça, à un moment donné, des énormes pylônes de pierre recouverts de mousse verte qui surgissent comme cela, dans une ambiance brumeuse. On s'est dit, mais wow, où est-ce qu'on est là? Comme je suis un amateur de films de fiction, etc., j'avais l'impression d'avoir tout de suite basculé dans un autre monde. Et c'est là le véritable choc. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. On est en 2015. Moi, j'ai visité Gorée en 1983. Ouais. Et j'ai vécu à 60 km de Bimbia pendant 10 ans. Je venais, parce que c'est sur la côte, je venais me baigner à même pas quelques encablures de ce site-là, presque tous les week-ends. Sans savoir. Et je n'avais jamais entendu parler de ce site. Alors, Bimbia est aujourd'hui classé au patrimoine national camerounais, de par son passé, de port négrier, on l'a bien compris, un lieu de recherche archéologique et un site touristique. Donc, pendant ces 10 ans, aujourd'hui en 2025, ça a changé? Ça a changé, mais pas dans le bon sens. Parce que ma dernière visite à Bimbia, c'est décembre 2024. Et j'ai trouvé un site plus dégradé qu'il ne l'était. On avait l'impression qu'en fait, il était préservé par la nature. Mais depuis qu'il y a des visites qui ne sont pas toujours très bien encadrées, donc il n'y a pas de véritable processus de préservation du site. Et là, la route s'est dégradée aussi, donc l'accès au site est devenu très compliqué. Et donc, oui, les choses n'évoluent pas dans le sens que l'on pourrait attendre pour un site comme celui-là. Alors, selon certaines études, plus d'1 million d'Africains seraient partis de ce port. Vous confirmez? Je ne peux pas confirmer parce que, en fait, les études ne font que commencer s'agissant de Bimbia. D'accord. Le docteur Lisa Aubrey, qui a beaucoup avancé là-dessus, qui a identifié des bateaux qui sont partis des côtes camerounaises. Elle a identifié quelques bateaux qui sont partis de Bimbia exactement. Oui. Mais en fait, ça me peine un peu parce que on devait commencer de véritables travaux avec des équipes multidisciplinaires qui auraient pu travailler dessus. Mais pour l'instant, c'est encore très parcellaire pour qu'on puisse confirmer quoi que ce soit en ce qui concerne Bimbia. Alors, l'État sénégalais, l'État béninois ont réalisé un travail pour cette mémoire
la traite négrière, l'esclavage, il y a aussi des initiatives associatives et plus personnelles, que ce soit au Sénégal, au Bénin, mais aussi au Cameroun, ça a été votre cas. Alors, est-ce que le rôle de nos États et de nos institutions est essentiel pour faire connaître aux populations ces pans importants de nos histoires? Pourquoi ce site de Bimbia est si méconnu des Africains, des Camerounais aussi? Et pourquoi on n'en parle pas dans les manuels d'histoire, les manuels scolaires d'histoire? Alors, c'est une véritable intrigue. Là où je parle, ça reste une véritable intrigue parce que là, quand j'écris le livre, nous sommes en 2025. Oui. Donc, ça fait jusqu'en 2010, on n'en parlait pas du tout. On se serait attendu à ce que, depuis que ça s'est révélé en 2010, qu'au moins ça fasse que tout le monde ait le même choc que moi, que j'ai eu. Et c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Depuis 2015, où moi je rentre avec 5 ans de décalage, je me rends compte que non, mais il s'est rien passé. Donc je vais rencontrer des amis dans les médias qui sont des patrons de presse et je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? Oui, on a fait un reportage. Je dis mais c'est pas avec un reportage qu'on couvre un tel site. C'est une histoire qui doit être suffisamment martelée pour qu'elle imprègne les cerveaux. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Je me dis, bon, peut-être que si on passe par la sensibilisation de la jeunesse, ça peut aller. Donc, je me rapproche des ministères de l'enseignement supérieur pour qu'on en fasse un sujet de recherche. Oui. Là encore, ça capote, malgré une réunion importante qu'on nous accorde au ministère de l'enseignement, de la recherche et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça ne bouge pas. Et aujourd'hui encore, rien n'avance. Que ce soit au niveau de la mairie même, la mairie de Bimbia, il ne se passe rien. Et donc, souvent, je pense même que je deviens presque suspect à insister à faire parler de Bimbia, parce que les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'il a à nous ramener cette histoire de Bimbia tout le temps. Donc, les enjeux sont importants. Et je pense qu'on n'arrive pas à le comprendre. Et justement, il n'y a pas de véritable politique pour pouvoir développer et préserver ces sites. Comment justement l'expliquer en fait? Est-ce qu'on a cette volonté de l'oublier, ou est-ce qu'on peut considérer que l'oubli est le fait en fait d'une mémoire traumatique et que c'est trop douloureux pour réveiller selon vous? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à Bimbia au Cameroun? Alors, pour dire les choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un processus qui est engagé. L'État camerounais, après l'avoir reconnu en 2012 maintenant comme patrimoine national, souhaiterait le voir inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est tout un travail lourd. Donc, ils ont fait effectivement des missions pour faire inscrire le site, mais seulement ça ne s'arrête pas simplement à un dossier qu'on dépose. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, il faut montrer qu'on a préservé le site, il faut qu'on incite des chercheurs à continuer à travailler dessus, à produire sur le site, pour que ça mobilise l'UNESCO. Ce n'est pas juste un dossier qu'on a déposé et puis un beau jour, quelqu'un va valider, va dire que c'est fait. Or, j'ai l'impression que beaucoup pensent que c'est comme cela. Et il y a même certains qui pensent que c'est déjà fait, parce que c'est déjà un patrimoine mondial, alors que ce n'est pas ça. Ça peut durer encore longtemps avant qu'un beau jour, on ne puisse avoir cela. Donc, le travail n'est même pas commencé, contrairement à ce que pensent d'autres qui ont déposé, aux fonctionnaires qui ont déposé le dossier. Le travail est encore à faire sur le site. Et ce genre de site pourrait également apporter au niveau économique, puisque ça peut être au niveau sur le plan touristique une destination à proposer pour le Cameroun. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas du côté de Ouidah au Bénin notamment, avec ce parcours de la traite négrière. Et c'est la maison des esclaves au Sénégal, où il y a beaucoup d'étrangers qui débarquent tous les jours à Gorée pour découvrir cette histoire. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne considère pas aussi que ça peut développer le tourisme, ou en tout cas le tourisme historique et culturel au Cameroun? Alors,
il faut dire que le Cameroun a déjà un gros problème avec le tourisme de manière générale. Ouais. Parce que je pense que ça remonte à très loin. L'ancien président, paix à son âme, Amadou Ahidjo, il n'était pas très... il n'était pas très fan du tourisme et il pensait que c'était un vecteur de mauvaises habitudes, de mauvaises mœurs et tout ça. Et je pense que ça a laissé des traces. Malgré le fait que le Cameroun ait ce slogan de continent avec l'Afrique en miniature, en réalité, quand on regarde les chiffres, le Cameroun ne fait même pas 1 million de visiteurs touristiques dans l'année. Parce qu'en fait, malgré tout le potentiel environnemental, culturel, etc., la diversité, on n'arrive pas à être vraiment une destination touristique majeure. Quand on regarde à côté un pays comme le Maroc, avec moins de diversité, ils sont à près de 11 millions de visiteurs par an. Ouais. On voit un peu la différence. Et ça pourrait effectivement apporter. Donc, c'est déjà rien que sur le plan général. Mais maintenant, quand on prend le tourisme de mémoire, les Camerounais, pendant longtemps, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par l'esclavage. Dans tous les livres, dans toutes les grandes routes de l'esclave, le Cameroun n'apparaissait pas. Il a fallu qu'aux États-Unis, avec les tests ADN, on commence à voir des célébrités qui s'identifient, qui ont tracé leurs origines au Cameroun pour qu'on se dise, mais tiens, peut-être qu'il y a quelque chose, et qui incite justement le docteur Lisa Aubrey à se dire, mais s'il y a tant de personnes qui sont parties des États-Unis, du Cameroun, c'est qu'il y a une porte de sortie, référence à cette fameuse porte. Et donc, il faut pouvoir développer le tourisme. Et il y a eu au Cameroun un conflit entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture qui est en charge du site. D'accord. Il faut savoir qui c'est qui pilote le projet. D'accord. Et donc, des guerres d'ego, on va dire. Voilà. Des guerres de leadership, on va dire. De leadership en termes de projet. Ouais. Donc finalement, ça a été tranché. On a confié le site donc, au ministère de la Culture, sans lui donner les moyens de faire grand-chose. Donc, il n'y a pas de véritable budget pour faire quoi que ce soit sur Bimbia, pour faire la promotion de Bimbia. Et comment promouvoir le tourisme culturel en tant que ministère du Tourisme sans empiéter sur le territoire du ministère de la Culture. Ouais, donc, il faut qu'il y ait un travail entre ces deux ministères. Et même plus, comme je dis, à l'état actuel, il faut y embarquer le ministère de la Recherche scientifique et tout, pour pouvoir mettre en place une dynamique. Et ça, on est loin de créer cette collaboration interministérielle pour pouvoir développer le site. Donc, ça fait que le site est en train de se dégrader petit à petit. Est-ce que vous leur avez envoyé votre ouvrage à ces différents ministères ? Peut-être pas l'ouvrage, mais au fil des ans, chaque fois que je suis allé, parce qu'on a été faire des conférences aux États-Unis, un peu partout en Europe, à chaque fois que je revenais et que je voyais le potentiel et je voyais les attentes, surtout des Africains-Américains, pour ne pas dire Afro-Américains, je voyais les attentes et je revenais. On repartait à Yaoundé avec le docteur Lisa Aubrey, on allait faire expliquer que tous les enjeux, toutes les attentes qu'il y a de potentiel. Et il y a même, elle organisait des voyages, des pèlerinages sur le site. Donc, il y avait des Africains-Américains qui arrivaient. Et je disais, mais là, ce que vous voyez, là, c'est rien. Parce que les premiers voyages, déjà, quand on a parlé du site en 2010, il y avait près d'une centaine de Nord-Américains qui sont venus. La deuxième année, presque pareil. Et puis après, comme on a vu qu'il n'y avait pas un véritable projet piloté, encadré, ça s'est un peu estompé parce qu'ils se sont dit, mais il se passe... Et donc, à chaque fois, ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe sur Bimbia ? Ils ont envie d'y aller, mais il n'y a pas ce qu'on voit, par exemple, à Gorée, où il y a aujourd'hui une fondation pour la promotion du site de Gorée, où il y a un travail bien... Il y a des guides sur place. Avec des gens qui sont formés. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, on ne sait pas. La question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a cette gêne à en parler ? C'est l'ancien ambassadeur du Cameroun à Paris, quand on a fait une exposition à l'ambassade, qui me disait, mais Alain, tu sais, cette histoire dérange parce que certains acteurs ou certains descendants sont encore vivants et ça risque de soulever des choses qui peuvent
être compliqué. Est-ce que c'est cela? J'en sais rien. Donc il y a peut-être comme on dit, on n'a Réveiller pas envie de soulever la marmite. Voilà, par exemple. Comme le Cameroun est très divisé, on se dit, ça peut plutôt créer des problèmes de cohésion sociale. Et est-ce que c'est cela la raison? J'en sais rien. Alors, une approche immersive et personnelle, vous dites un livre richement illustré avec des photographies, des archives, des cartes, mais surtout des témoignages. Dites-nous un peu comment cet ouvrage a été conçu et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, dans le livre, on trouve dans 10 années de parcours, comme je dis. C'est comme si en 2015, en mars 2015, l'histoire m'avait rattrapé parce que je suis pas quelqu'un qui était très bon en histoire. J'ai toujours été très fâché avec les dates et les chiffres, et donc je me suis un peu éloigné de l'histoire. Et avec donc en plus, comme on n'a pas de manière suffisante, Ouais. Beaucoup de jeunes africains vous parlerez plus de la guerre, des guerres mondiales et l'attentat de Sarajevo, je m'en souviens beaucoup plus que l'histoire de mon pays. Donc, quand je me retrouve donc en 2015 avec ce choc-là, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas juste parler d'un village, je viens de me rendre compte de mon inculture. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je me rapproche donc du docteur Lisa, je dis mais comment est-ce que je peux vous aider? Et elle me dit, voilà, elle me raconte un peu, parce qu'elle était arrivée au bout de 5 ans, elle commence à être un peu déçue par toutes les embûches qu'elle avait, les obstacles qu'elle avait eu à rencontrer là-bas. Donc, elle me dit, voilà, j'ai dit, mais non, on ne connaît pas assez vos travaux. Moi, je voyais ça passer vaguement, mais je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose d'aussi important. Donc, il faut qu'on fasse savoir cela. Je fais un article dans le magazine, elle est contente, elle le photographie, elle envoie aux États-Unis. Après, les gens lui disent, mais venez nous faire une conférence parce que ce que vous nous dites là est assez exceptionnel. Ouais. Et donc, on fait ce voyage-là. Seulement, je lui dis, je ne veux pas aller faire des conférences avec un article en français de quelques pages. Donc, on va faire une édition spéciale d'un magazine sur Bimbia. D'accord. Et il sera bilingue. Comme ça m'évite de faire une version française et une version anglaise. Et donc, on sollicite des professeurs d'université qui nous font des papiers. Et donc, on va aux États-Unis et on fait tout un périple avec de conférences avec cela. Et c'est là que je découvre, en fait, la communauté noire américaine de l'intérieur. Parce que j'étais déjà allé aux États-Unis, mais c'était dans des missions ou pour la famille. Et là, on n'en parle pas beaucoup. Mais il n'y a pas de brassage entre les Noirs. Les Noirs, les Africains, comme on dit, la diaspora africaine contemporaine et l'autre diaspora historique, ils se voient, ils s'appellent bro, ils s'appellent sister, mais en réalité, il y en a très peu qui vont dans les familles les uns des autres. Ouais. Et donc, grâce à cette initiative-là, je rentre dans les familles. Et ça fait un double choc. Parce que ça me rappelle la vision que j'avais, moi, enfant des États-Unis. C'était le rêve de devenir américain. J'avais l'afro, je m'habillais comme tout ce qu'on voyait. C'était l'époque du rhythm and blues. Et ça. Donc, ce rêve américain-là, j'avais l'impression d'être dans le film, en fait. De voir ces personnes-là, surtout que j'ai eu la chance d'assister à des spectacles où il y avait des musiciens qui arrivaient avec des vannes comme on peut voir dans Blues Brothers. Et donc, je suis en même temps percuté par cette fascination, mais en même temps de voir aussi l'envers du décor, de découvrir leur souffrance. On pense que c'est fini, mais quand on voit à la télévision, on compatit. Mais là, d'aller rendre visite à une maman qui a perdu un enfant parce qu'il a pris une balle dans la rue, là, on touche la réalité du doigt. D'entendre une mère dire ici, il y a des endroits où quand on traverse certains quartiers ou certaines zones avant de traverser, certaines communes, il faut s'assurer qu'on a fait le plein de son réservoir, qu'on ne va pas tomber en panne d'essence dans cette commune-là. Et que même si on arrive à avoir une crevaison, il faut rouler sur la jante plutôt que de s'arrêter. Ça, c'est les États-Unis aussi. Et donc, quand on voit cette souffrance-là, on se dit, waouh, c'est quelque chose. Et donc, on a envie d'en parler avec les autres frères africains qui viennent s'installer. Mais on
on se rend compte qu'il y a une défiance entre les communautés. Ils disent, ah ouais, eux, ils ne nous considèrent pas. Donc, les autres se disent, ah, mais eux, ils arrivent ici, ils sont avec les Blancs, nous, on vit entre nous, les Noirs, eux, ils n'ont aucune gêne voilà. Et donc, ça fait, tout ça, c'est des choses, quand on vit ça, quand on le voit, ça fait un effet complètement différent. Et on comprend aussi certains enfin, on peut les expliquer dû au traumatisme, au déracinement, au fait de ne pas connaître son histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'Afro-Américains qui entreprennent le voyage et qui entreprennent justement ces recherches. C'est le cas des ceux qui ont les moyens, puisque ça c'est coûteux quand même de rechercher ses origines. D'où cette envie de savoir d'où ils viennent, ou en tout cas cette nécessité de transmettre cette histoire aux jeunes Afro-Américains. Et aussi parce qu'ils sont dans un environnement communautariste, c'est-à-dire que on parle par exemple du Black Caucus, il y a les Latinos qui vivent entre eux, les Italiens, Américains qui vivent entre eux, les Irlandais qui vivent entre eux, et donc il y a cette culture-là qui fait que dès l'école, chacun garde sa culture d'origine. Ouais. Mais eux, les Noirs, on leur dit, mais vous, votre culture d'origine, vos ancêtres, ça s'arrête au dernier maître. Et c'est pour ça que donc il y a cette envie de briser les chaînes qui est plus forte chez eux. Et là, on fait la différence avec la communauté antillaise, par exemple, en France, qui, elle, est dans un environnement où on dit il n'y a pas de culture, où il y a une assimilation qui dit on est français, point. Et donc, à la limite, il faut être républicain. Il faut être républicain, c'est dire, voilà, je vis comme un Français en France. Voilà. Et donc, on ne trouve pas la même intensité de cette envie de retour aux sources qu'on retrouve chez les Africains-Américains. Et eux, ils ont envie de... on les a préparés à comprendre que les chaînes, il faut les briser. Il faut, comme ils disent, on leur a dit, vos parents ont pris la porte de non-retour, il faut briser la chaîne aussi parce qu'ils ont eu des grandes figures aussi dans après on va dire après les colonisations. Ils ont eu quand même des grandes figures, les Martin Luther King, les Marcus Garvey, etc., qui ont quand même parmi ceux-là des grands réalisateurs également comme Spike Lee qui ont porté à l'écran toutes ces histoires. Ils ont eu en fait la documentation, ou en tout cas la possibilité d'en savoir un petit peu plus sur leurs histoires, plus facilement en tout cas que nous en Europe, par exemple. Oui, parce que c'est des communautés, donc ils ont besoin, et c'est le combat pour les droits civils et a été rude, ça a été un combat très rude qui n'est pas complètement gagné, mais et donc ils ont dû s'organiser, se structurer pour mener ce combat-là et pour dire, nous sommes, parce que là, il faut sortir du statut d'objet, de propriété pour devenir des êtres humains. Et donc, s'approprier une certaine dignité. Et donc, ils sont en quête de prouver qu'ils n'ont pas toujours été esclaves. Ils veulent prouver qu'ils n'ont pas toujours été esclaves, qu'avant, d'abord, ils n'aiment pas le mot de dire que leurs parents étaient esclaves. Ils ont dit que leurs parents ont été esclavagisés. Maintenant, il y a des mots comme ça. C'est-à-dire qu'on les a transformés en esclaves. Et donc, ils disent qu'il faudrait arriver à prouver que non, au-delà de nos ancêtres esclaves, il y avait des personnes libres. Ouais. Donc, c'est ce chemin-là qui fait qu'ils sont plus portés à aller faire. Et donc, la liberté, ce combat pour la liberté est ancré en eux. Contrairement à d'autres communautés, notamment celles qu'on a ici en France, quoi. Ce qui vous a permis de faire un petit travail d'anthropologie, de sociologie en même temps. Malgré moi, voilà. Donc, je me suis retrouvé, c'est un peu ça que je raconte dans le livre, de raconter un peu toutes ces étapes-là en agrémentant. Et donc, c'était un peu comme si je remontais un peu l'histoire. Par exemple, quand je me retrouve sur le pont en Alabama, là, dans ma tête, mais c'est ici, il y a des gens qui sont tombés pour qu'il y ait des droits civiques. Et que je me retrouve on te ramène dans un site en te disant ici, ou comme quand je suis retourné aux Antilles, voir les sites, on revient avec un regard différent. On a l'impression qu'on est dans la peau de ceux qui ont vécu ces moments difficiles.
Et ça devient très lourd à porter. Ce qui fait qu'en écrivant le livre, quelque part, je me suis un peu déchargé de ce poids et je me suis réconcilié parce que je me suis enfin intéressé à cette histoire-là. Et je me suis dit, je vais plus lâcher l'affaire, quoi. Et c'est pour ça que ça vous a pris autant de temps. Je comprends un petit peu, à partir du déclic 2015, où vous arrivez sur ce site un peu comme par hasard, même si le hasard n'existe pas. Et jusqu'à la publication de votre ouvrage, 10 ans, ça fait beaucoup, mais on comprend un petit peu mieux cette quête personnelle également que vous avez menée tout au long de l'élaboration de l'ouvrage. Oui, parce que c'est comme un fil. Moi, je ne programmais pas que j'irai à tel endroit. Et que ça allait durer 10 ans surtout. Voilà, et que ça allait durer 10 ans. Et que même maintenant, ces 10 ans, là, ce n'est qu'un marqueur. Ce n'est pas fini. Parce que plus on avance dedans, plus on se rend compte des dégâts, on se rend compte des traumatismes, et il y a des choses qu'on a envie de dire, et on se rend compte malheureusement qu'on n'est pas assez écouté, et donc on se dit il faut le répéter, et trouver la meilleure façon de le faire. Donc on a fait une exposition, on a fait des conférences, là maintenant il y a le livre, après on ne sait pas comment ça va continuer, d'autres conférences encore, d'autres explications, jusqu'au moment où on sera beaucoup plus nombreux que le docteur Lisa et quelques-uns à en parler pour que, oui, on puisse faire que les gens comprennent maintenant qu'au-delà de ces sites, au-delà des vestiges, il s'agit de la reconnexion entre des peuples. Ouais. Parce que moi, ce que je réalise, c'est qu'on ne se voit pas souvent comme des descendants d'une même histoire. Ouais. On a souvent vu, même ici, j'ai pu le noter, on a l'impression que, puisque l'histoire a été racontée en disant, voilà, il y en a qui ont, les ancêtres des autres ont vendu les ancêtres, voilà. Et donc, ça fait qu'il y a cette méfiance qui s'est installée. Mais comment on fait pour réparer ça aujourd'hui ? Je me dis, souvent, il y a des choses devant nous. C'est là que je finis mon livre, d'ailleurs, là-dessus, en rappelant que Nelson Mandela, avec Desmond Tutu, ils ont trouvé un moyen de dire les Blancs et les Noirs peuvent vivre dans un pays qui s'appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, et qu'aujourd'hui, les Français et les Allemands, on parle du couple franco-allemand, malgré tout ce qui s'est passé. Donc, moi, je finis le livre en me disant, il y a un espoir à ce que les Noirs puissent, tous les Noirs de la diaspora, comme on dit, contemporaine ou historique, puissent se regarder et que quand ils se disent bro ou sister, ils sont en train de le penser vraiment. Ouais. C'est pas juste quelque chose qu'on dit, mais en se disant oui, mais ceux-là, non. C'est quelque chose, il faut qu'on arrive à cela. Je suis peut-être idéaliste, c'est peut-être un rêve, mais moi, c'est un rêve qui donne envie de mener un combat, quoi. Alors surtout que votre livre arrive à un bon moment, puisqu'on a tous vécu le memory boom, on va dire, dans beaucoup de communautés ou beaucoup d'endroits du monde où il y a eu des événements historiques, douloureux, tristes. On a vu des personnes se lever, notamment grâce à l'avènement des réseaux sociaux où on en entend un petit peu plus parler qu'avant. Ce qui a donné quand même naissance à un nouveau régime mémoriel dans lequel on revendique l'inscription justement de certaines mémoires dans les récits nationaux. C'est le cas dans beaucoup de pays sur le continent africain. Est-ce que justement cette jeunesse vous donne de l'espoir quant à vos désirs de voir ces histoires racontées, et c'est d'ailleurs ce que vous avez entrepris, mais est-ce que la jeunesse vous donne de l'espoir ? Je vais dire oui, mais il y a beaucoup de travail. Oui et non, d'accord, ok. Je ne dis pas non, mais je dis qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux on a les réseaux sociaux qui permettent de communiquer beaucoup plus et de passer des choses. De relier le monde aussi. Voilà, mais en même temps, et malheureusement, il y a une vitesse de la circulation d'informations. Voilà, qui fait que les gens ne prennent plus le temps d'aller au fond des choses. Ouais. Or, cette histoire-là, avant de passer dans la communication, il faut qu'il y ait le choc émotionnel, qu'on comprenne d'abord la gravité de la situation. Là, il n'y a pas plus tard que hier, j'ai essayé d'alerter des jeunes, par exemple, qui vont bivouaquer à Bimbia, que c'est un lieu de mémoire. Oui, j'ai vu la publication. Voilà, je dis que c'est un lieu de mémoire, c'est pas comme
un camping qu'on va faire dans la nature, faire Koh-Lanta. Non, c'est pas ça. Il y a des personnes qui ont vécu des moments difficiles. Là, il y a certainement des squelettes de personnes qui sont mortes là, on n'a pas encore fait le travail qu'il faut pour sanctuariser le site. Donc, on ne peut pas venir faire des grillades et passer des soirées. C'est pas un site où on vient pour l'aventure. C'est un site où on vient pour la mémoire. Et ça, c'est un concept qu'il faut encore expliquer. Mais c'est un site qui n'est pas surveillé, qui devrait quand même être... Oui, mais sauf que c'est dans la brousse. Il faut tout un travail à faire pour cela. Et donc, quand je le dis, mais franchement, je le dis sous une approche pédagogique, mais il y a des personnes qui ne le comprennent pas et qui, tout de suite, c'est de l'invective. On pense que c'est une polémique que je vais lancer. Mais non, ce n'est pas une polémique, c'est juste de dire il y a possibilité. Le docteur Lisa Aubry travaillait avec une équipe de jeunes étudiants. J'ai essayé de leur expliquer que vous avez une chance inouïe d'être des précurseurs, d'être là au démarrage de quelque chose de grandiose. Vous n'avez même pas idée de ce que cela représente pour vous. Parce que le jour où il va vraiment avoir un projet, un porteur, et on va faire, ça va être des bus qui vont débarquer ici, et on aura besoin de spécialistes pour en parler. Donc, vous avez la chance d'être avec la personne qui a impulsé l'initiative. Vous devenez des assistants qui, demain, vont partager leur expérience. Mais j'avais l'impression qu'ils étaient là, ils passaient des moments sympathiques à aller sur le site avec elle. Pas, en fait, mais très peu, d'ailleurs, aujourd'hui, très peu ont gardé un contact avec cette histoire-là. Ils ont trouvé du travail ou ils n'ont pas trouvé du travail. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc, il faut arriver à trouver et je pense qu'il y en a, heureusement, grâce aux réseaux sociaux et à la communication. Moi, je vois maintenant, depuis que je fais la campagne pour le livre, qu'il y a des gens maintenant qui commencent à écrire en me disant « Oui, ça fait longtemps qu'on vous suit », mais au départ, les gens suivaient en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et comme je faisais effectivement que des short posts où je racontais « Voilà, je suis à tel endroit et je fais ça », il n'y avait pas un lien. Ouais. C'est pour ça qu'il était devenu nécessaire d'expliquer aux gens en fait la profondeur de ce que je faisais. Mais maintenant, il faut que les gens lisent le livre pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans le livre. Sinon, là, j'en donne quelques bribes, mais c'est un peu mieux structuré en suivant ces 10 années de vie dans le livre, parce que ça raconte les difficultés qu'il y a à faire passer le message, les difficultés qu'il y a à faire passer ce qui maintenant, à moi, me paraît une évidence. Et j'ai l'impression que certains, on se dit, mais pourquoi ils nous la ramènent tout le temps, quoi. Il n'y a pas autre chose à faire que de nous parler de Bimbia. Et c'est un peu ça. Est-ce qu'on se dit un jour, bon, ben, il faut cesser de parler de la Shoah? Est-ce qu'il faut... Voilà, c'est ça, là qu'on est rendu, malheureusement. Alors, il y a des événements prévus autour du livre, justement, pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, le 30 mai à Tours. Bien ça? Oui, le 30 mai, je suis attendu à Tours. Et puis, le 3 juin, à Paris, dans la maison des associations de Paris 7e. Ouais. Et puis, le 4 juin, à Fontenay-aux-Roses, dans le 92. Donc, Tours le 30 mai, donc c'est dans 4 jours. Le 3 juin, à Paris 7e, à la Maison des Associations. À Fontenay-aux-Roses, le 4 juin, c'est où exactement à Fontenay-aux-Roses? C'est la médiathèque de Fontenay-aux-Roses. À la médiathèque de Fontenay-aux-Roses. Alors, des articles vont sûrement naître de ces rencontres, de ces événements autour du livre. En tout cas, là, une émission vient d'être réalisée. Ça a été un grand plaisir, Alain Kenfak, de la partager, cette histoire, de raconter ce livre. Donc, tout le monde peut se procurer. Bimbia 2015-2025, une odyssée mémorielle qui marque donc une nouvelle étape dans votre combat. On va raconter rapidement votre parcours, si vous voulez bien, à la Kenfak. J'aime bien raconter les histoires des personnes qui viennent prendre part à cette émission. Vous êtes acteur pluridisciplinaire, engagé à la croisée des mondes et de la culture. Vous dites, vous avez différents engagements, du développement durable à l'entrepreneuriat social, de la mémoire historique au coaching. C'est toujours l'humain au centre de toutes vos activités. Oui, oui. Profondément humain. Moi, profondément humain, parce que je dis toujours, j'aime voyager, j'aime l'aventure, mais je ne vais pas dans un pays si je n'ai pas une accroche
avec des gens qui y vivent. S'il n'y a pas une histoire qui m'interpelle... Il faut qu'il y ait du sens déjà. Voilà, il faut qu'il y ait un sens. Moi, je raconte souvent à des personnes, il y a un de mes pays de cœur qui est le Sénégal. J'ai eu la chance de vivre ce qui arrive souvent très peu à des gens. C'est qu'un jour, on m'apprend comme ça qu'on va fêter les 95 ans, je crois 95 ou 90 ans, je ne me rappelle plus, de Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane a écrit un livre qui s'appelle L'aventure ambiguë, que j'ai lu au lycée et qui, j'ai l'impression que c'est ma vie. Et donc, j'ai toujours eu envie de me dire, je veux avoir un échange avec l'auteur de ce livre. Donc, j'apprends ça et ça se passe à Saldé, au nord du Sénégal. Donc, ceux qui m'invitent ne pensent pas que je viendrai. Ils me le disent comme ça, ils ne pensent pas que je viendrai. Mais je suis arrivé à Dakar et puis on a traversé tout le Sénégal pour arriver à Saldé, au bord du fleuve. Et j'ai passé un moment de vie là-bas incroyable. Si je devais raconter ça, rien que ça serait un autre livre, de raconter ces chemins. D'ailleurs, je travaille là-dessus parce que ça m'a permis d'établir un contact magnifique. Et une fois de plus, d'avoir l'impression de rentrer dans l'histoire du livre. Donc, il y a toujours chez moi ce côté-là, je ne sais pas, mais je rentre dans des choses qui comme étaient prédestinées. Donc, l'humain, chez moi, c'est déterminant. Et je passe, là, on a parlé de l'écotourisme. Depuis 20 ans, je vais, avant le Covid, j'allais presque 4 fois par an en Afrique pour retrouver des jeunes et les amener, leur dire, vous savez, le village, c'est il y a des choses qu'on peut faire dans le village. Vous pouvez développer, vous pouvez avoir un espoir de vie grâce au village. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouveaux médias, vous pouvez vous développer, vous connecter au monde à l'international en étant dans le village, et c'est le monde qui viendra vers vous. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je fais de l'écotourisme comme un levier. Comme quoi, précisément, comme écotourisme dans... Alors, je dis l'écotourisme, il faut déjà les piliers: la culture, la préservation de l'environnement et le bénéfice pour les populations locales. D'accord. Donc, quand je viens, on encourage dans les villages où on va, c'est de dire aux populations locales, écoutez, si vous pouvez avoir une chambre d'hôte, aux jeunes, si vous pouvez être guide, vous allez... Mais pour être guide, il faut connaître l'histoire de son village, il faut connaître la géographie de son village, enfin bref, il faut connaître tout ça. Et après, il faut préserver l'environnement. Donc, donc, ça fait que j'organise des ateliers, on explore des villages parce qu'en Afrique, on ne pense pas toujours à le faire. Les randonnées, ce n'est pas très propre on ne voit pas les richesses lorsque on y est, on ne voit pas les richesses de oui, l'endroit parce qu'on lutte pour la survie. On est dans une lutte pour la survie au quotidien. Absolument. Voilà, donc faire une randonnée, pour quelqu'un qui est obligé de marcher à pied pour aller d'un point à un autre, il ne comprend pas ça. Donc au début, moi je me rappelle, on a introduit par exemple la marche nordique au Cameroun. Oui. Et au début, là, quand les gens me voyaient passer avec des bâtons, ils se disaient, cela... Bon, comme j'étais un noir avec des blancs, on se disait, mais celui-là, il est resté trop longtemps là-bas, ou bien ils pensent qu'il y a la neige ici, ou alors il vient juste pour nous en mettre plein la figure. Mais maintenant, je suis content de voir qu'il y a des jeunes maintenant qui organisent des championnats de marche nordique et qui vont dans les villages organiser des événements. Donc, ça porte des satisfactions comme ça de voir que... Vous semez des graines, en fait. On sème des graines et ça fait plaisir de voir ça. Et donc là, le prochain chantier, c'est qu'on est en train de vouloir développer une filière de formation en écotourisme avec un partenariat a été établi avec un institut supérieur de management au nord du Cameroun. Et l'idée, c'est d'arriver à faire des villages, des lieux attractifs où l'artisanat va se redévelopper parce qu'on fera venir d'abord des gens de la ville. On voit que nos villes africaines aujourd'hui sont surpeuplées. Les gens y vivent mal, l'insécurité, la qualité de vie est mauvaise, donc les maladies. La vie est chère. La vie est chère et les maladies. Donc aujourd'hui, dans les villages, on a les réseaux, donc on peut se connecter à Internet, on peut avoir sa petite agence dans les villages. Et j'encourage maintenant des jeunes, par exemple, à monter des agences. Par exemple, ils sont en marketing digital pour justement pouvoir, de là-bas, avoir une clientèle internationale. Parce que je leur dis, mais aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous n'êtes plus limité au marché local.
Et donc, vous pouvez aller le vous monde installer. est un village. Voilà. C'est Donc, l'expression. Et si vous allez dans votre village, vous montrez des choses intéressantes de votre village, vous allez avoir des gens qui vont venir de très loin et qui vont même déjà payer. Et c'est ça qu'il y a, c'est tout ce travail-là de formation qu'il y a et d'opportunités qu'il y a à montrer. Et c'est passionnant. Donc, s'il n'y a pas l'humain, pour moi, je trouve que l'action est superflue, quoi. Si l'humain n'est pas au centre. Oh, oui. Alors, vous êtes un ancien sportif de haut niveau. Dans quelle discipline? Judo, j'ai fait. D'accord. Oui, j'ai fait du judo pendant longtemps et j'aurais même voulu être carrément faire sport-études, mais bon, à l'époque, les parents avaient trouvé que j'étais pas très ambitieux. C'était pas comme aujourd'hui où les parents rêvent d'avoir des jeunes qui s'investissent totalement dans le sport. Donc, j'ai fait du judo. J'étais à l'équipe nationale du Cameroun. D'accord. Et c'est d'ailleurs grâce au judo que je découvre Gorée, parce que je vais en 83 au championnat d'Afrique de judo à Dakar. Ouais. Et c'est comme ça qu'on nous fait dans le programme, on nous amène à l'île de Gorée. Donc, comme quoi, mais je fais des choses différentes, mais il y a toujours, si je prends du recul, je me rends compte qu'il y a toujours un lien entre tout ce que je fais qui a l'air qui est différent. Tout était prédestiné, voilà. Comme dirait l'autre. Vous êtes aussi coach en développement personnel et collectif, donc vous accompagnez des individus, des groupes et des collectivités vers une meilleure connaissance de leur potentiel dans une dynamique de transformation personnelle et sociale. Vous êtes aussi fondateur de l'association Valeurs d'Afrique, c'est l'association qui édite votre ouvrage, deuxième ouvrage. Vous avez d'ailleurs publié un premier livre. Quel est le titre? Je l'ai plus. L'Afrique et la civilisation virtuelle. D'accord, ok. Premier ouvrage. Et il y a également, vous êtes à l'origine d'une chaîne Village d'Afrique Web TV. On comprend un petit peu mieux tout ce que vous venez de nous raconter à l'instant. Alors, l'association Valeurs d'Afrique, vous nous en parlez rapidement en quelques mots? Oui, c'est une association que j'ai fondée à Fontenay-aux-Roses parce que quand je reviens de l'Afrique au début des années 2000, je me rends compte qu'effectivement, c'est l'ère d'Internet et j'avais un magazine, j'avais un journal au Cameroun. Ouais. Et je me dis, c'est l'ère d'Internet, je vais lancer un site Internet et mettre de l'information sur les sites. Et je me rends compte qu'en fait, il est difficile d'avoir une information africaine authentique et immédiate, sinon de reprendre ce qui est déjà publié par d'autres. Et c'est là que je commence à me dire, il faudrait aller dans les villages, puiser quelque chose d'original, parce que c'est ce qu'il faudrait pouvoir montrer. Et donc, l'association a progressivement organisé des événements culturels, beaucoup à Fontenay-aux-Roses, et puis progressivement, on a commencé à faire de l'international avec le développement de l'écotourisme. Donc, on faisait voyager des gens pour aller sur place. Ça permettait de produire du contenu et en même temps que ça permettait aussi d'aller dire aux jeunes, vous savez, on est peut-être là-bas, mais on ne vous oublie pas. Ouais. Et donc, on vient vers vous, on voit avec vous comment est-ce qu'on peut faire des choses, comment on peut développer des choses. Et voilà un peu comment est-ce que Valeurs d'Afrique fonctionne. Et puis, on avait un volet édition, puisque c'était, en fait, l'origine, c'était de produire du contenu. Donc là, maintenant, on revient à nouveau sur l'édition papier, parce qu'on se rend compte qu'il faut être dans ce qu'on appelle le multicanal, faire à la fois du virtuel et du papier. Et c'est important aussi de laisser des traces. Et nous, on aime Palpable. bien tout ce qui est palpable à l'ancienne. Alors cet ouvrage, Bimbia, une odyssée mémorielle 2015-2025, 10 ans de réconciliation avec l'esclavage, l'esclavage et ses conséquences, réconciliation avec l'histoire, donc. Où est-ce qu'on va pour se le procurer? C'est disponible sur les plateformes, je suppose? Alors, il est aujourd'hui en dehors des moments où je fais des dédicaces. On peut tous se l'approprier sur la plateforme Amazon. C'est celle qui est celle pour l'instant la plus connue. C'est celle qui. Mais qui ne livre pas en Afrique. Qui ne livre pas en Afrique. Ouais. Donc, on est en train d'étudier, sur les partenariats pour pouvoir rendre le livre accessible disponible partout dans le monde. Alain Kenfak, donc n'hésitez surtout pas à aller sur Internet
pour en savoir un petit peu plus sur tous ces travaux, tous ces engagements, auteurs, éditeurs, conférenciers, chercheurs, coach en développement personnel et collectif, rien que ça. Comment vous avez envie de conclure? Je vous avais promis de vous libérer à 11h30, il est 11h32, donc je vais essayer de tenir ma promesse, en tout cas m'en rapprocher le plus possible. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur Espace TV Europe Alain Kenfack? Déjà, je voudrais leur dire de suivre Espace TV Europe parce qu'il est important qu'on ait des espaces comme cela, parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir parler, raconter notre histoire et la vivre pleinement. Les enjeux que nous avons aujourd'hui sont très importants et on a besoin d'aller puiser dans nos ressources et de les partager. Et aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Il faut qu'on en profite. Et donc, les réseaux nous permettent de rester connectés en permanence maintenant, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Mais c'est cela. Donc, moi, j'apporte avec Bimbia, mais il y en a plein d'autres histoires qui sont à partager. Et là, par exemple, je suis en train de préparer un voyage encore en Mauritanie, où je vais aller dans le sud de la Mauritanie, au bord sur les berges du fleuve Sénégal, pour effectivement rencontrer des populations une fois de plus. Ah, ça, c'est la région de ma maman, ça. Ah oui, c'est sympa. Donc, et là, nous sommes en train de mettre en place une coopérative internationale pour le développement de l'écotourisme en Afrique. D'accord. Et donc, ça permettra donc de travailler sur tout ce qui est culturel, social et puis économique pour que ça donne des perspectives aux jeunes. Donc, le livre n'est qu'un maillon de toute une chaîne qui se met en place progressivement. Un maillon de 10 ans d'histoire tout de même. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Alain Kenfack, dans cette émission. Ça a été un plaisir. Vous avez un train à prendre, donc je vais vous libérer. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans l'émission. N'hésitez pas à le retrouver sur les différents réseaux. Vous êtes partout, hein, sur Internet, sur LinkedIn. Oui, on vous retrouve partout. Oui, un peu partout. N'hésitez pas, Alain Kenfack. Merci beaucoup. À très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. C'est moi. Je vais vous faire dédicace du livre. Avec plaisir. Oui. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous y sommes toujours, les matins d'Aïssa, et c'est toujours un bonheur de vous accompagner pour vous raconter ces belles histoires, parler également de ces moments historiques. Ça a été le cas avec notre génial invité Alain Kenfack. Merci à lui d'être venu pour nous parler de Bimbia, une odyssée mémorielle, 10 ans de réconciliation avec l'histoire, un livre à vous procurer. Et n'hésitez pas à participer aux différentes rencontres et à le trouver sur Internet. Alors, quelques recommandations de sorties ou d'événements, puisqu'on est en début de semaine, on prépare tout ça, avec notamment la présentation de Circle, la première fintech française à légaliser et numériser la tontine, cette forme millénaire d'épargne collective largement pratiquée au sein de nos communautés africaines et qui réunit à travers le monde 500 millions de personnes et totalise près de 270 milliards d'euros. Donc, vous connaissez la tontine que pratiquaient vos mamans. Peut-être que c'est le cas également pour vous. Sachez qu'il y a une application qui sort et qui sera disponible au grand public, une application simple, sécurisée et gratuite, donc qui a pour ambition de démocratiser l'épargne collective, la tontine, de faciliter l'accès au crédit solidaire et soutenir l'inclusion financière. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler avec sa fondatrice, donc Charlotte Le Breton, qui sera notre invitée dans quelques jours. En tout cas, lancement de cette plateforme au Morning Montparnasse, si vous êtes à Paris, 51e étage de la Tour Montparnasse. Rendez-vous donc mercredi 28, c'est dans 2 jours de 18h30 à 20h si ça vous intéresse. Le lendemain est férié, jeudi 29 mai, jour férié, salon de la solidarité spéciale Aïd El-Kébir, puisque la fête de l'Aïd arrive à grands pas. Un événement organisé par l'association humanitaire Annia en collaboration avec Boris Style, avec des stands, de la gastronomie, des produits exotiques, du henné, des prestations esthétiques, du prêt-à-porter, personnalisation de cadeaux, etc., etc. Avec des animations, des cadeaux à gagner, une tombola et des cadeaux exceptionnels à gagner aux 100 premières personnes. 90 exposants seront présents pour cet événement qui a lieu à Aulnay-sous-Bois, au
11 rue Louison Bobet à Aulnay-sous-Bois. C'est donc ce jeudi 29 mai, jour férié. Un cocktail littéraire dont nous avons déjà parlé, organisé par Femmes au pluriel et qui aura lieu samedi 30 mai, nouvelle édition de cet événement After Work, c'est à 18h et jusqu'à 21h30 autour de différents artistes invités pour cette édition Marido, Christian Eboulé, Maï Traoré, Bonnie Wiseman, Rebecca Ayoko. Donc pendant l'événement, pause poétique, séance de dédicaces, moment de partage riche, de belles rencontres. Donc n'hésitez pas, si vous voulez y participer, vous allez sur les réseaux de Femmes au pluriel. C'est un magazine disponible en ligne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire est de retour pour notamment la Coupe nationale des Ivoiriens de France. Nous parlons de football, suivi d'un dîner gala la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne qui a lieu au mois de juin. Une cérémonie également de récompense. La nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne est l'occasion de récompenser ces Ivoiriens qui s'illustrent en diaspora. Et la Coupe nationale des Ivoiriens de France, l'occasion de se détendre autour du ballon rond. Ça se passe à Cergy. Les événements ont lieu début juin. On aura l'occasion d'accueillir M. Diarra Souba, qui est le président de l'association collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire, pour parler de ces différents événements. La Nuit des étoiles du Congo et d'Afrique est de retour pour une nouvelle édition. C'est un concert caritatif avec la remise de prix à Trappes, à la salle La Meurise, samedi 31 mai prochain de 18h à 23h. Une partie des fonds récoltés seront destinés à des actions humanitaires éducatives pour le Congo et l'Afrique. On reparle de Link Sunugal Paris qui organise l'événement Collectivité territoriale sénégalaise. Ça se rapproche. On recevait le fondateur donc d'IBC pour en parler, Monsieur Ibadji, que nous saluons. Donc rendez-vous à partir de 9h le 31 mai à Paris, 3 rue du Docteur Lancereau. Le même jour, 31 mai, tiens, il y en a plein d'événements le 31 mai. Stop aux embrouilles, c'est une marche citoyenne pour l'apaisement des tensions dans les quartiers, pour la vie dans les quartiers. Départ à la mairie du 11e à 14h pour allier la place de la République, donc arrivé à 17h, organisé par les collectifs et associations de Paris et d'ailleurs, et dont l'association HD 1218. Kumzo est de retour pour la foire de l'Aïd, le marché à Tabaski des Fatou Fatou qui arrive à Montreuil aux 15 places du Général de Gaulle les 3, 4 et 5 juin avec du shopping, des produits africains, de la culture, de la mode, de la beauté, cuisine du monde, des ateliers d'échange et de leadership, ambiance traditionnelle. Donc n'hésitez surtout pas, vous savez, ça réussit toujours de 13h à 19h les 3, 4 et 5 juin prochains. Donc le marché Tabaski des Fatou Fatou. Les JO de la bouffe 2 africaine organisés par Maman Dior et le son des marmites. Rendez-vous donc les 7, 8 et 9 juin pour 3 jours autour des gastronomies ivoiriennes du côté de Noisy-le-Sec au 11 rue Maximilien Robespierre. On aura l'occasion d'en parler avec Maman Dior qui viendra nous raconter aussi son histoire puisqu'aujourd'hui elle a réussi à s'imposer dans l'univers de la gastronomie ivoirienne puisqu'elle a 2 restaurants qui fonctionnent très bien et des plats phares donc dont elle nous parlera. Un atelier promu par Stéphine Zamba qui viendra avec nous très bientôt pour nous en parler. L'atelier Femmes fortes et légitimes pour parler publiquement. Faisons-le efficacement. C'est l'atelier proposé par Reprendre le pouvoir. 14 juin, c'est le jour du rendez-vous. Ça va se passer à Sarcelles, à la Maison des Femmes de Sarcelles, au 12 avenue du 8 mai 1945. Donc au programme musique avec l'artiste Djeli Moussa Diawara, témoignage de femmes, atelier de 50 minutes avec la formatrice et journaliste Stéphine Nzaba et un buffet qui sera proposé. D'autres événements, je vais reprendre un peu mon souffle et je vous laisse en musique avec Amaza. Et puis on se retrouve pour la dernière ligne droite des événements qu'on vous propose dans cette émission Les Matins d'Aïssa. Les Matins d'Aïssa.
sur Espace. Des artistes qui confirment tous les jours cette belle créativité africaine. On se fait plaisir sur Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora. Merci d'être nombreux à nous suivre également via les rediffusions sur YouTube. N'hésitez pas à les partager, nous donner vos avis. Également via les réseaux du groupe Adafo Média dont on salue toutes les équipes. Alors on va continuer dernière ligne droite avec les événements à venir, notamment le gala de l'excellence engagée, une soirée où l'innovation, impact et l'excellence se rencontrent. C'est samedi 14 juin à 19h au Salon Hoche dans le 8e à Paris. N'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus et prendre vos places pour le gala de l'excellence engagée. Donc la diaspora africaine a de nombreux talents. Ils seront récompensés lors de cet événement qui a lieu donc samedi 14 juin, c'est à partir de 19h au Salon Hoche dans le 8e. Mama Awa vous convie à sa conférence spéciale Fête de l'Aïd sur le thème Les femmes soninké d'hier et d'aujourd'hui. C'est le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique, autour des thématiques féminité, mariage, éducation des enfants, à la salle 1001 Nuits, 15 place du Général de Gaulle à Montreuil. Les Lumumba Awards sont de retour, une cérémonie qui célèbre également l'excellence de la diaspora congolaise avec une cérémonie de remise de prix à toutes ces personnalités pour la paix et le soutien également aux déplacés à l'est de la RDC. C'est vendredi 20 juin au théâtre du Gymnase. On aura l'occasion d'accueillir les organisateurs et peut-être l'un des acteurs de cet événement très bientôt. À venir également l'événement Kid and Family organisé par Jigen Kid. Donc l'entrée est gratuite. Un événement pour reconnecter les familles, les parents accompagnés des enfants, puisqu'on vous attend dans différents espaces. Espace enfants, défilé enfants, traiteurs spécialisés pour les enfants, du shopping, de la mode, de l'épicerie, de nombreux temps forts et des lots à gagner. Donc l'événement qui réunit les familles et leurs parents. On va venir s'amuser, partager également les héritages d'Afrique avec les enfants à la Cité Fertile le dimanche 6 juin de midi à 18h. Donc Cité Fertile, c'est 14 avenue Édouard Vaillant à Pantin dans le 93. L'Afro Excellence Award, on en parlait avec Muriel Kabil, donc qui lance cet événement en compagnie de Beauté Sélection. C'est les 23 et 24 novembre prochains pour célébrer les talents afro autour de la coiffure. Donc, si vous êtes designer en coiffure, si vous êtes coiffeur professionnel, si vous êtes coloriste des cheveux, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous serez peut-être l'un des lauréats des prix qui seront proposés. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites de Muriel Kabil pour en savoir un petit peu plus. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qui va se passer prochainement en région parisienne, d'autres événements et bien entendu, on va se retrouver demain avec d'autres invités surprenants. Soyez au rendez-vous dès 10h sur Espace TV Europe. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain en direct dès 10h. Les matins d'Aïssa sur Espace. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.